Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une deuxième vidéo que je vais tenter de faire très courte pour être le plus efficace possible vu qu'on est samedi et qu'on se revoit lundi. Donc vous pouvez commencer en notant le titre du grand 2. Évidemment, pour noter ce titre-là, il faut déjà avoir vu la vidéo précédente pour le grand 1. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez fermer cette vidéo et puis aller chercher la vidéo du grand 1. Donc, je vous rappelle qu'en fait, à l'origine, ce chapitre-là, c'est deux chapitres en un, donc le grand 1 correspond à un chapitre, et là, en fait, on va commencer l'équivalent d'un deuxième chapitre, donc en fait, les thématiques sont quand même assez différentes. Alors, grand 2 d'un monde unipolaire à un monde multipolaire de 1989 à aujourd'hui. Problématique, quel est le nouvel ordre mondial depuis la fin de la guerre froide ? Déjà, nouvel ordre mondial, que vous lisez dans la problématique, fait référence à un concept géopolitique. La question, c'est de savoir comment s'organise le monde. Pendant la guerre froide, on a bien vu comment il s'organisait, autour des deux blocs, bloc de l'Ouest, bloc de l'Est. Et une fois que la guerre froide est terminée, une fois que l'URSS s'est effondré, comment le monde va s'articuler, autour de quelle puissance, au singulier ou pluriel, une seule ou plusieurs grandes puissances. Vous pouvez noter Grand A 1989-2001, un monde dominé par les États-Unis. J'ai pris cette frise chronologique dans votre manuel à la page 188, donc celles et ceux qui l'ont à la maison, vous pouvez le prendre. La fin de la guerre froide est donc marquée par l'effondrement du bloc de l'Est, qui était organisé autour de l'URSS, à partir de 1989-1991. Donc 1989, c'est la fin officielle de la guerre froide avec la chute du mur de Berlin, et qui va précipiter 2 ans plus tard la disparition complète de l'URSS, qui va faire place donc à la Russie. Du coup, les relations internationales sont dominées par les États-Unis. Et ça, là, cette première phase, c'est ce qu'on appelle le premier ordre mondial après la guerre froide, un monde qu'on appelle aussi un monde unipolaire. Mais progressivement, à partir des années 2000, on va rentrer dans une deuxième phase avec des rivalités qui vont apparaître et l'émergence d'un nouvel ordre mondial avec du coup de nouvelles puissances qui vont naître. Nouvelles puissances que l'on peut regrouper sous l'appellation BRICS, qui sont en fait les initiales de plusieurs pays, comme le Brésil, la Russie quand même qui demeure, l'Inde, la Chine, et le S c'est pour Afrique du Sud, South Africa. Et puis en parallèle de l'émergence de ces nouvelles puissances, on va avoir ici des nouvelles menaces, des guerres, des conflits, et puis l'apparition aussi du terrorisme qui va rendre le monde un petit peu plus instable. Pour commencer, vous pouvez répondre aux questions que vous voyez apparaître au tableau, qui sont en fait les questions que j'ai prises dans le manuel. Alors déjà c'est un petit peu des rappels, rappeler les dates de la guerre froide, quel événement marque la fin de la guerre froide, comment qualifie-t-on le monde pendant la guerre froide, d'après la carte, quelle puissance domine le monde après 1989. Alors vous avez le planisphère pour répondre aux questions et puis surtout votre mémoire, parce que ce sont surtout des questions de mémoire. Rappelez les dates de la guerre froide 1947-1991. Quel événement marque la fin de la guerre froide? La chute du mur de Berlin en 1989. Comment qualifie-t-on le monde pendant la guerre froide? Monde bipolaire. Et d'après la carte, quelle puissance domine le monde après 1989? Ça, on le voit d'après la légende. En bleu, vous voyez les États-Unis superpuissance. Une superpuissance, c'est donc un pays qui va concentrer la puissance économique, politique, militaire, culturelle aussi, sur le reste. Mais cette superpuissance va être contrebalancée par alors déjà l'Union européenne qui est en train de se construire tout au long du XXe siècle, avec une accélération vers la fin du XXe siècle, et puis des puissances émergentes, le Brésil dont on a parlé tout à l'heure, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine et la Russie. En parallèle de ces puissances concurrentes,
qui vont faire concurrence aux États-Unis, vous avez ici une très grande zone d'instabilité, de conflit, et les États-Unis en fait vont intervenir régulièrement pour des raisons plus ou moins variées qu'on abordera ensemble dans cette zone, ce qui va en fait précipiter son déclin. On va pas dire son effondrement parce que les États-Unis est loin d'être un pays qui a perdu de sa puissance, mais en tout cas qui va amorcer un déclin et qui va faire en sorte que ce ne sera plus vraiment un ordre mondial construit autour des États-Unis. Je vous laisse lire ce document avant de le commenter, donc vous pouvez mettre la vidéo en pause. C'est un texte qui a été écrit, c'est un texte qui est extrait plutôt d'un grand livre, Le Grand Échiquier, qui date de 1997 et qui est une référence pour les géopoliticiens. C'est un texte qui aujourd'hui est dépassé, puisque le monde a changé, mais qui reste intéressant pour nous, puisqu'on étudie ce moment de l'histoire, donc entre 1989 et du coup le début des années 2000. Donc sa théorie, si vous avez lu le texte, c'est de dire qu'en fait les États-Unis sont la seule superpuissance au monde, et donc une superpuissance, c'est une puissance qui se caractérise par plusieurs domaines: le domaine militaire, le domaine économique, le domaine technologique et le domaine culturel. Donc dans chacun de ces 4 domaines, ce sont les États-Unis qui rivalisent avec tous les autres, qui se situent en première position. Et donc en effet, le domaine militaire va permettre aux États-Unis d'asseoir leur domination sur le monde entier, mais d'après l'auteur, donc qui est un politologue, cette domination se fait à bon escient, c'est-à-dire dans le but d'améliorer le monde et de le maintenir dans une certaine stabilité en écartant toute menace extérieure. Ça, c'est le point de vue du politologue, qui est d'ailleurs un ancien conseiller du président des États-Unis, donc on voit bien que de par sa fonction, il est déjà un petit peu... il a un avis qui va pas forcément être très objectif. Alors justement, on peut un petit peu nuancer cet avis avec un événement, donc la guerre du Golfe. Ici, nous avons un texte de George Bush, donc vous pouvez lire ce texte aussi de la même manière, vous pouvez mettre pause et puis écouter le commentaire. Donc pour le président des Américains, qui a été à la tête du pays entre 1989 et 1993, il y a un événement dans le Golfe Persique qui est l'attaque d'un tout petit pays, à savoir le Koweït, par un pays beaucoup plus grand, l'Irak. Donc en fait, l'Irak a envahi le Koweït. Dans son discours, George Bush va parler de l'agression. Alors je vais prendre le surligneur. Donc il parle d'une agression. Et cette agression constitue une menace. Alors il dit pour la sécurité de toute une région, mais aussi pour la vision mondiale de notre avenir. C'est-à-dire qu'en fait, il part d'un événement qui se passe dans un endroit du monde que beaucoup ne savent pas situer, je pense. Et il va dire que, en fait, cette agression, c'est une menace et qu'il faut absolument intervenir pour éviter que le monde sombre dans le chaos, finalement. Donc il va demander aux Nations Unies, donc à l'ONU, une réaction, ce que va faire l'ONU, à savoir, pardon, donc là c'est un commentaire qui a été fait à côté du texte, l'ONU va décider de l'envoi d'une coalition menée par les États-Unis. Donc une coalition, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas que les États-Unis qui interviennent, mais 29 pays menés par les États-Unis. Donc une coalition, c'est une alliance en fait, finalement, pour intervenir dans cette petite région du monde. Alors, il convient quand même de se poser un petit peu des questions sur le pourquoi de cette intervention, et puis aussi de se demander pourquoi est-ce qu'on peut considérer à cette époque-là, donc entre 1989 et les années 2000,
Pourquoi est-ce qu'on peut considérer les États-Unis comme les gendarmes du monde? Donc en fait, on vient de le dire avec le document précédent, en 1991, les États-Unis prennent la tête d'une coalition de 29 pays pour repousser l'invasion du Koweït par l'Irak. Et en fait, à cette époque-là, le Moyen-Orient, donc c'est ce que vous voyez sur la carte, hein, toute la zone, toute la région que vous pouvez voir sur la carte, qui s'étend du Tchad à l'Iran, en passant par l'Égypte, et puis l'Arabie Saoudite, la Jordanie, enfin tous les pays aussi autour. Donc en fait, le Moyen-Orient devient un enjeu vital pour une raison. Alors je vous laisse réfléchir un petit peu, sachant que cette raison est présente sur la carte. Je vais prendre mon pointeur. Alors, je ne sais pas si vous l'avez trouvé, cette raison, mais donc si vous regardez la légende, ici, vous avez pas grand-chose d'intéressant pour ma question, à savoir qu'en fait, on va séparer le pays, enfin, on va séparer les pays en zones d'influence. Alors, l'influence chiite ou sunnite, ou juive, kurde, c'est un peu différent, mais chiite, sunnite, juif, ça sera, ce sont des religions. Donc chiite, sunnite, ce sont deux mouvements, deux mouvances de la religion musulmane, et juive, donc vous reconnaissez la religion juive. Et mouvement séparatiste kurde, là on est dans une autre thématique, il y a aussi une dimension religieuse, mais ça sera surtout un peuple en fait. Donc ici on n'a pas tellement d'informations pour répondre à notre question. Ici, un espace stratégique. Alors c'est peut-être ça qui va nous intéresser. Pourquoi est-ce que c'est un espace stratégique? Pour plusieurs raisons. La présence de ces petits triangles là, ici, là, partout, ici et là. Et donc ces triangles représentent des hydrocarbures, à savoir des gisements de gaz et de pétrole. Et vous n'êtes pas sans savoir l'importance que peuvent avoir ces ressources pour un pays, pour une puissance. Vous avez aussi des barrages, tout partout là, hop, sur le Tigre et l'Euphrate, donc le Tigre ici et l'Euphrate ici. Donc des barrages qui vont être en Turquie et qui vont du coup, à chaque fois, la source étant en Turquie, si vous faites un barrage, vous allez diminuer le débit de l'eau et faire en sorte que à l'arrivée, le débit soit fortement restreint, donc ça va créer aussi des tensions. Et là, vous avez des passages maritimes très fréquentés, le canal de Suez et le détroit Bab-el-Mandeb. Donc, c'est-à-dire que ce sont des zones, des zones où en fait les bateaux vont passer pour rejoindre, donc pour passer de l'océan Indien par la mer Rouge en allant jusqu'à la mer Méditerranée. Donc, au bout, il y a quoi? Il y a l'Europe. Donc, c'est important pour les pays occidentaux qui se trouve de ce côté-là et puis encore plus loin vers les États-Unis, que ce passage-là finalement soit le plus sécurisé possible et donc maintienne, que ces pays-là puissent maintenir finalement un regard en fait sur ce qui se passe dans la zone. Donc les États-Unis, on en revient à l'événement dont on parlait avec le texte tout à l'heure, c'est ici là, entre 1991 et 2003. Vous allez avoir l'invasion du Koweït par l'Irak. Et donc les États-Unis vont fournir plus de 1350 avions sur les 1700 fournis par la coalition. Donc on voit vraiment nettement l'investissement que les États-Unis vont fournir. Et l'aviation va servir à bombarder donc massivement les forces irakiennes. Et en fait la victoire va être assez rapide à partir du moment donc où les avions sont envoyés. L'Irak se retire du Koweït et le bilan en fait ça va être 1500 hommes perdus pour l'Irak contre 240 pour la coalition. Donc là on voit déjà une énorme inégalité au niveau de la puissance militaire. Les forces de la coalition en fait vont s'arrêter à la frontière de l'Irak. Et donc vous allez avoir à la tête du pays le maintien au pouvoir de Saddam Hussein, celui qui avait lancé l'attaque. Et du coup on va garder en fait une tension
en permanence, puisque les États-Unis vont accuser régulièrement l'Irak, voire l'Iran aussi, d'être menaçants en fait, soit par leurs actions, soit par leur comportement, par exemple la recherche de la bombe atomique, hein, je vous l'avais dit, hein, la bombe atomique, ça va être souvent un enjeu de pouvoir, le fait d'acquérir cette technologie, ça peut inquiéter, même ça inquiète très souvent les puissances qui veulent se maintenir, enfin qui veulent maintenir plutôt la paix dans le monde. Voilà, donc je réfléchis si je vous ai tout dit sur cette carte. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que entre la période qui s'étend de 1989 à 2001, la période va donc être marquée par des guerres civiles, comme en Afrique et aussi en ex-Yougoslavie, mais aussi et surtout dans cette région-là. Et donc le rôle des États-Unis, pour répondre à la question que je vous ai posée, c'est d'intervenir comme le feraient des gendarmes, à savoir d'envoyer des forces militaires pour rétablir soit la sécurité sur le territoire, soit rétablir au pouvoir un chef, enfin une démocratie plutôt, et non pas un chef, un dictateur. Vous pouvez noter ce petit bilan pour le grand A, pour cette première partie, pour cette première sous-partie. Donc vous pouvez mettre en pause. Alors à partir d'ici, en fait, je vais reprendre le déroulé en classe. Là j'ai fait une vidéo qui, je veux pas qu'elle dure plus de 15 minutes, donc c'est pour ça que je suis allée très vite. Je me suis pas trop étendue. À partir de là, vous avez deux diapositives, donc le grand B, premier bilan, et puis un deuxième bilan juste après. J'aimerais que vous les écriviez, comme ça lundi en classe, vous n'écrirez rien. L'objectif de l'heure de classe, ça sera uniquement de la réexplication et de l'approfondissement des notions principales à retenir de ce chapitre et des documents en fait. Là, je vous les ai présentés de manière un petit peu rapide pour justement laisser la place lundi pour remettre tout ça en ordre et que ce soit le plus clair possible dans vos têtes. Donc là, l'objectif, là, c'est juste du recopiage, tranquille. Vous mettez pause, vous recopiez. Il y en a une deuxième juste après. Hop, voilà. Donc le deuxième bilan, vous le notez, vous le recopiez, et puis en classe, on reprendra tout ça ensemble.